Ok. A priori, on est connecté. Salut à tous. On va pouvoir démarrer. Je regarde un petit peu si on a des gens qui sont connectés. Vous êtes déjà 72, 73, ça arrive. Super. Il est 18h30. Vous êtes déjà suffisamment nombreux pour qu'on démarre, je vous propose. Donc, en avant. Je me présente, je m'appelle Sébastien Clair, je suis préparateur mental, maître praticien en PNL. J'ai été formé à la préparation mentale chez Focus. Je suis un enfant de la famille Focus. Ce soir, l'idée, c'est de vous parler d'un des outils qu'on utilise dans le cadre de la préparation mentale, qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL, pour faire plus simple. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche et en quoi ça peut être très utile pour des coachs ou des entraîneurs dans l'accompagnement et l'aide à l'amélioration et au changement de leurs sportifs. Je vois d'ailleurs qu'on a un panel assez varié. Il y a des gens que j'identifie là qui viennent de sport co, rugby, basket, hand. Et puis il y a aussi pas mal de sports individuels aussi, tennis, golf, badminton, si on considère que c'est un sport individuel, l'aviron, que je repère aussi, Sabine les rameurs. Donc à la fois d'endurance, de puissance, de précision. Donc chacun piochera ce qu'il a à piocher dans mon discours. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Donc il y a le chat qui permet de discuter, mais surtout vous avez l'onglet questions dans lequel vous pouvez poser des questions et spécialiser et m'aider à spécialiser éventuellement ce que je vous raconte. Ok, en deux mots, qui je suis. Je suis ancien rameur, je viens de l'Aviron, ancien rameur de haut niveau. J'ai eu ce qu'on peut appeler une carrière plutôt jeune et précoce. Donc dès l'âge de 12 ans, j'ai mes premiers résultats au niveau national. Et toutes mes années de minime, cadet, junior, senior, j'ai la chance d'être médaillé au niveau national, d'être sur les podiums nationaux, de goûter très vite à la victoire, assez peu à l'échec dans cette période-là, et de pouvoir accéder, dès que c'est possible, aux équipes nationales, aux équipes de France, chez les jeunes, chez les juniors, chez les moins de 23 ans, et chez les seniors dès la première année, en fait, dès que je peux. Et dans mon club, j'ai l'habitude d'être surclassé. Dès mes 16 ans, je rame avec les seniors de mon club, qui pour certains ont déjà la trentaine passée. Et tout a été très vite pour moi. C'est une période où j'étais investi totalement. Et a posteriori, maintenant, je me rends compte que c'est peut-être allé un peu vite. Ça a été source de pas mal de pression, de difficultés de gérer certains niveaux de maturité, la concurrence avec des plus grands. La peur de l'échec, forcément, à un moment donné, parce que quand vous arrivez chez les grands, vous gagnez plus comme vous faisiez chez les plus jeunes. Et c'est tous ces paramètres un petit peu qui m'ont amené à la fin de la route jusqu'à la blessure et à faire que ma carrière s'arrête à 22 ans, alors qu'elle aurait probablement pu continuer. Et à cette époque-là, j'aurais aimé avoir des outils, avoir des accompagnants qui m'aident à gérer tout l'aspect mental, tout l'aspect autour des émotions, de la peur de l'échec, tout l'aspect de gérer son énergie aussi, de ne pas la consommer avant une compétition. Et voilà, tous ces éléments-là, avec le temps passant, je me suis dit que c'était important de les transmettre, d'accompagner les plus jeunes et leur transmettre mon expérience, les aider dans leur expérience. Il y a plein d'outils que l'on connaît maintenant depuis pas mal de temps et qui peuvent être hyper utiles pour avancer, débloquer des petites épreuves et certainement avoir des carrières plus longues que ce que j'ai pu moi connaître. Le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la PNL. La PNL, programmation neurolinguistique, c'est un des outils qu'on peut utiliser en préparation mentale. Ça vient s'insérer complètement pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires qu'Anthony a pu faire sur c'est quoi la préparation mentale, sur les 10 grandes astuces ou les 5 erreurs à ne pas commettre. Ça vient s'insérer dans ce protocole qui est phasé, qui fonctionne avec une première étape d'évaluation et de bilan qui permet de mieux connaître le sportif qu'on va accompagner, de bien identifier à la fois sa personnalité, ses forces et les axes d'amélioration. C'est la première étape. Il y a une deuxième étape qui est celle de la démarche de lucidité, commencer à comprendre comment on fonctionne, commencer à se connaître, être capable de se fixer des objectifs qui soient smart, comme on dit, mais qui soient à la fois
de résultats, bien sûr, d'avoir cette vision, cette ambition de résultat, mais aussi des objectifs qui soient des objectifs cadencés, de tâches, de petites réussites, et que l'on maîtrise soi-même. Et la PNL, elle vient à partir de cette étape-là, quand on est dans cette phase de développement du sportif. L'évaluation et le bilan est fait, la lucidité, elle commence à exister, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire, dans telle situation, je fonctionne comme ça me satisfait ou ça me satisfait pas. Ce comportement est bloquant ou au contraire celui-ci, il m'aide, et de pouvoir travailler sur cette base-là. Pour moi, un rappel qui est important, la préparation mentale, au même titre que la préparation physique, au même titre que l'accomplissement technique, est un cheminement qui se planifie, qui s'organise, qui doit être dans les plannings à la semaine, au mois, à la saison, et qui passe justement par ces différentes étapes. C'est pas de la discussion de psychologie sans avoir un début et une fin. Du coup, la PNL, qu'est-ce que c'est? C'est vieux, déjà, c'est vieux, ça date des années 70, ça nous vient des USA. Et à l'origine, ceux qui ont fondé ce processus, cette technique, cette tendance, étaient de plusieurs horizons. Il y avait des linguistes, il y avait des mathématiciens, il y avait des psychologues. Et le principe, il est très simple, il est de comprendre comment font ceux qui réussissent. Donc, c'est modéliser, et à l'époque, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, c'était modéliser, entre guillemets, les grands de ce monde, les hommes médiatiques, hommes ou femmes, les gens qui réussissaient dans l'économie, les entrepreneurs, les grands sportifs qui réussissaient à l'époque aussi, les pédagogues, les bons communicants, et ceux qui font figure de réussite dans tous ces domaines. La PNL regarde, elle observe, elle analyse, et elle en crée une modélisation, en se disant, et ça c'est la PNL de première génération, en se disant, si je fais comme cette personne qui sait réussir, si j'applique la même démarche, le même comportement, peut-être que moi aussi je vais réussir. Ça, c'est le postulat de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un volet neuro à l'intérieur de ça. Pour être simple, la PNL, qu'est-ce que c'est? Si on la définit en une phrase, si j'essaye de la définir en une phrase, vaste exercice, c'est notre langage illustre nos pensées, et nos pensées sont elles-mêmes le résultat de nos expériences vécues. J'explique, quand je vis quelque chose, je le vis, je le ressens, je vois des choses, j'entends des choses, et mon cerveau va filtrer tout ça, va l'intégrer et va l'encoder. Notre cerveau est un petit ordinateur qui va programmer notre cerveau. C'est-à-dire d'une expérience, la deuxième fois que je vivrai quelque chose de similaire, j'aurai déjà un acquis. Et au fil des expériences que l'on vit, on crée des automatismes comportementaux, des réponses toutes faites. L'enfant apprend à parler, il apprend à marcher par ce jeu de essai, erreur, recommencer, sans professeur. Personne n'apprend à un enfant qu'il faut mettre le pied droit après le pied gauche. Non, il est dans l'apprentissage neurologique. Son cerveau va encoder, va modéliser la bonne méthode pour faire. Et ce que nous apporte la PNL, c'est que cet encodage et nos comportements traduisent nos façons de penser les choses, nos façons de voir le monde. Et le premier indicateur de tout ça, la clé de tout ça, c'est la parole, c'est les mots qu'on utilise. Donc en décodant le langage, en partant des mots que peut prononcer un sportif ou une sportive, on va pouvoir comprendre et décoder quels sont ces modes de pensée. Et dans les pensées, on va mettre tout ce qui est interne à notre boîte, hein, c'est-à-dire les émotions, les ressentis. Et donc, cet encodage-là, la PNL nous permet de mettre de la lumière, de mettre en lumière ces processus qui sont inconscients. Ils sont inconscients, on n'est pas en conscience en train d'apprendre à marcher. On apprend à marcher. Ce travail-là, il est inconscient, il est invisible, et on a énormément tous d'automatismes comportementaux acquis avec le temps qu'on ne conscientise pas. Le but du jeu d'un travail en PNL, c'est de mettre la lumière sur ces processus-là. Mettre la lumière sur les processus comportementaux qui sont efficients, qui nous aident à être performants dans la vie et dans notre sport, et mettre en lumière les processus
inconscients qui sont bloquants et qui nous empêchent de réussir, pour ensuite les abandonner au bénéfice de nouveaux comportements qui soient ceux qui nous aident. Donc globalement, cette PNL, c'est ça. À quoi elle sert? Elle sert à se connaître, elle sert à se développer, elle sert à s'améliorer et à adopter des comportements choisis et en conscience. Voilà. Il y a un élément qui est important là-dedans, qui est que notre cerveau, quand il crée cet encodage, il le fait dans un environnement donné, c'est-à-dire que on est ici a priori entre Français, on est dans cette culture française, dans le patrimoine français, dans l'éducation qu'on peut recevoir dans notre pays. Un Australien, un Sud-Américain, un Africain aura une culture, aura une éducation différente, aura des aspects de religion différents, et tous ces éléments-là sont des filtres qui font qu'on va encoder d'une certaine façon et qui vont en nous créer ou non des autorisations, des permissions ou des blocages. Et c'est là où c'est hyper important de mettre la lumière, de prendre conscience de tout ça pour qu'à un moment donné, ce ne soit pas notre culture, ce ne soit pas notre religion, ce ne soit pas notre éducation qui façonne la façon dont on réagit, et en particulier quand elle nous empêche de performer. Du coup, la PNL, comment on la travaille avec les sportifs? On la travaille en 2 temps. C'est une méthode qu'on va développer en 2 temps. Le premier temps, ça va être celui du questionnement stratégique. Les entraîneurs, vous êtes nombreux, je vois, les entraîneurs, vous êtes nombreux à connaître déjà le principe de l'entretien d'auto-évaluation. Vous avez eu un entraînement, vous avez eu un test particulier, une compétition, et a posteriori, à froid, on se retrouve avec l'athlète et on débriefe de cet événement sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comment ça s'est passé. Le questionnement stratégique en PNL, il vient compléter ce temps d'entretien d'auto-évaluation et il vient apporter la démarche de quelle est la solution qu'on va mettre en place. Là où on pourrait se demander pourquoi tu as réagi comme ça, en PNL, on va s'interdire le pourquoi. Le pourquoi, il est dans le processus de préparation mentale, dans la phase d'évaluation, il est dans la phase de fixation d'objectifs notamment. Il n'est pas dans cette phase-là où on va chercher d'autres solutions. La PNL, elle est, comme d'autres thérapies brèves, comme l'hypnose par exemple, elle est orientée sur une solution. Tu étais dans tel état, tu veux être dans quel état à la place la prochaine fois que tu seras dans cette situation équivalente. Donc le questionnement, il se base, on a une grille assez établie, moi j'ai une grille assez simple avec un certain nombre de questions qui me permet de questionner le problème, le contexte du problème en l'occurrence, de questionner dans quel état ça a mis le sportif, le stress, la peur, l'inhibition, ou au contraire l'excitation, trop. On questionne donc cet état, on questionne les pensées, on questionne les ressentis. On peut questionner aussi le déclencheur, à partir de quel moment tu rentres dans cet état-là. Est-ce que c'est l'annonce de ton couloir en natation, en aviron, de ta ligne d'eau? Est-ce que c'est au moment où l'arbitre siffle? Et là, c'est comme un déclencheur qui entraîne le nouvel état. On va essayer d'identifier tous ces éléments-là, état, pensée, ressenti, déclencheur, pour être capable que l'athlète verbalise un objectif. Je veux être comme ça, et qu'on définisse ce nouvel état à atteindre. Et à partir de là, on pourra, c'est la deuxième étape de la méthode, faire un choix dans les techniques de PNL pour aller rechercher cet état désiré. La méthode de questionnement, cette première étape, elle se fait par guidage. C'est là qu'on est utile en tant que préparateur mental ou accompagnant, ça peut être un entraîneur. On est dans une démarche de guidage, ce qu'on appelle le guidage par chevauchement. L'idée, c'est que la personne revive l'événement en question, le contexte du problème en question, de la manière la plus complète possible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de filtres environnementaux, que sont notre culture, la religion, tout ce que j'ai évoqué. On a aussi un certain nombre de filtres internes qui sont liés à notre génétique. Certains vont être plus attentifs à ce qu'ils vont voir, certains vont être plus attentifs à ce qu'ils vont entendre, d'autres vont être plus attentifs à ce qu'ils vont ressentir. Et finalement, pour avoir la complétude de l'expérience, il faut aller investir ces champs-là, ces 3 domaines, ces 3 canaux sensoriels que peuvent être la vision, l'audition et le kinesthésique. Donc, le questionnement passe par ce guidage, par ce chevauchement entre
qu'est-ce que tu vois à l'extérieur de toi, qu'est-ce que tu entends à l'extérieur de toi. Peut-être que dans un stade, ça peut être les bruits du banc, le coach qui interpelle depuis le banc, ça peut être le public évidemment. Et qu'est-ce que tu ressens? Comment ton corps réagit? Est-ce que ta respiration est rapide? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Pour aller ensuite vers des choses plus internes qui sont à l'intérieur de toi, quelles sont les images qui te viennent sur ton écran mental? Ou qu'est-ce que ta petite voix, d'un point de vue auditif, peut te raconter à l'intérieur? Une fois qu'on a ce questionnement complet, qu'on a ce guidage qui permet de revivre pleinement l'expérience et de bien comprendre le contexte du problème, on pose l'état futur désiré. Ce questionnement stratégique, il est crucial. S'il y a un truc à retenir, c'est quand même ça. En tant qu'entraîneur, je vous interpelle sur deux choses. Et même pas pour un coach, d'ailleurs, mais ça peut être aussi pour des parents. Je vois aussi qu'il y a quelques parents sportifs qui sont présents. Il y a deux prérequis au succès de cet entretien. Le premier prérequis, c'est de connaître son sportif ou ses sportifs. C'est la base. Anthony Net nous en parlait dans son webinaire précédent. Profiler, évaluer, connaître les profils des sportifs, c'est hyper important, tout simplement pour pouvoir s'y adapter. Et par rapport à ce que je vous raconte sur nos différents canaux sensoriels, on a chacun des canaux sensoriels dominants qui ne sont pas les mêmes que nos coéquipiers ou nos coéquipières. Et donc, pour un entraîneur, connaître et reconnaître les canaux sensoriels dominants d'un de ses athlètes, c'est essentiel. C'est essentiel d'une part, pour mieux le guider pendant une séance de questionnement et d'auto-évaluation, pour s'adapter à lui, pour être dans son canal sensoriel à lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est kinesthésique, qui est tout dans le ressenti, et que vous êtes dans le visuel et que vous disiez simplement tu vois ce que je veux dire, tu vois bien des aspects qui sont réellement visuels. Si vous omettez complètement le ressenti, vous allez passer à côté, il ne va pas vous comprendre. Et surtout, il ne va pas accrocher. S'il n'accroche pas, il ne va pas être dans l'éveil complet et l'éclairage complet de ce vers quoi il doit aller. Et par ailleurs, au quotidien, pour vous, c'est aussi de mieux se faire comprendre, en fait. De mieux se faire comprendre, de mieux se faire entendre de vos différents athlètes. C'est en parlant son langage neurologique, hein, ce qu'on appelle le VACOG, s'il y a un gros mot à retenir. VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique. Et le HOG, on le rajoute sur l'olfactif et le gustatif, mais qu'on pourrait quand même raccrocher à tout ce qui est kinesthésique, au ressenti. Donc, c'est hyper important d'adapter le discours. Si vous avez devant vous, pour un coach de rugby, 15 personnes, voire 30 avec les remplaçants et tout le monde dans le vestiaire, si vous axez votre discours uniquement sur soit un ressenti, soit des éléments autres, probablement que vous allez laisser de côté 50, 60, 80% de votre équipe. Si vous êtes sur certaines valeurs et que vous ne connaissez pas les valeurs de chacun de vos athlètes, peut-être que pour certains, le combat, ça va être la valeur de base et qu'en axant votre discours là-dessus, vous allez les emmener. Peut-être que pour d'autres au sein de ce même groupe, ça va être la solidarité, la fraternité. C'est pas le combat, c'est juste de faire pour mon pote, de faire pour mon copain. Donc ces éléments-là, ils sont essentiels. Cette connaissance-là, c'est hyper important. Et le point d'entrée, je vous l'ai déjà dit, c'est le langage. Voilà. Le premier point, le premier révélateur du VACOG ou des canaux sensoriels de vos sportifs, c'est le langage, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Si je vous dis par exemple, après le but de l'équipe adverse, notre réaction, elle a été frappante. Alors, votre capitaine, il vient, il vous dit ça. Elle a été frappante. Elle a été frappante, c'est corporel, c'est physique. Vous avez affaire à un kinesthésique. Il faut donc lui répondre sur ce canal-là. Si vous en avez un qui vous dit, je ne sais pas, nageur de longue distance, qui va vous dire, à partir du 5e kilomètre, ouais, là, j'ai mis l'accent sur la technique. Ok, j'ai mis de l'accent. L'accent, c'est quoi? C'est une intonation, c'est du son, c'est un auditif. Vous pouvez aller sur ce canal-là avec lui, de manière privilégiée. Si vous avez un équipage ou un collectif qui vous dit on a été sur la même longueur d'onde, à partir de ce moment-là, on a joué ensemble, on était sur la même longueur d'onde, etc. Celui qui vous raconte ça, il est lui aussi sur de l'auditif. Vous voyez? Donc ces éléments-là sont hyper importants. Je vous invite à apprendre, à repérer les canaux sensoriels dominants préférentiels de vos sportifs
Et à vous habituer aussi à passer de l'un à l'autre, voilà, et de pouvoir vous adapter et être beaucoup plus percutant dans le discours que vous avez à transmettre à vos équipes. Ça, c'est le premier prérequis, connaître son sportif. Deuxième prérequis pour avoir un entretien qui se réalise avec succès et un questionnement stratégique qui se fait avec succès, c'est la posture que vous allez prendre vous en tant qu'accompagnant. Encore une fois, que vous soyez préparateur mental, que vous soyez coach, que vous soyez parent. Ce que je vais appeler le b.a.-ba relationnel. C'est, en clair, instaurer un rapport de confiance. Comment vous pouvez obtenir la confiance de l'athlète que vous aidez, que vous accompagnez, parce que s'il est en confiance, il va se livrer et c'est là qu'il va pouvoir progresser. Ça passe par plein de petites choses que sûrement vous mettez déjà en œuvre, mais qui sont essentielles. C'est, par exemple, d'avoir une bonne distance par rapport à la personne. On a tous ce qu'on appelle une bulle de confort, une bulle de confiance. Respecter cette bulle, c'est hyper important. Un tactile, vous allez pouvoir être proche de lui. Quelqu'un qui, au contraire, a besoin d'une bulle de sécurité plus grande, peut-être d'être à 1 mètre ou 1,50 m de lui, sera à la bonne distance pour avoir sa confiance. Alors là, c'est pareil, connaître ses athlètes pour savoir à quelle est la juste et bonne distance je dois avoir avec cette personne pour qu'il se sente en confiance et qu'il me parle. Il y a aussi ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation, c'est se mettre dans le tempo, dans le rythme de l'autre. Si la personne elle est dans une démarche de parler calmement, vous n'allez pas l'agresser en parlant très vite, comme peut-être je le fais en ce moment. Vous allez vous mettre à son rythme. Le volume de votre voix, la tonalité, ces éléments-là, la gestuelle éventuellement. Si quelqu'un est plutôt renfermé sur lui-même, les bras croisés, les jambes croisées, vous pouvez créer ce rapport de confiance aussi, alors non pas en singeant, hein, il ne s'agit pas de copier la personne, parce que là, on ne serait pas du tout dans la confiance, mais de se synchroniser à elle, voilà, de se mettre dans son tempo, de se mettre dans son rythme. Un autre élément qui est important dans ce b.a.-ba relationnel, c'est de s'adapter à l'autre, d'être dans ce que je vais appeler le tri sur l'autre. Quand on est entraîneur, quand on est coach, on va avoir tendance au quotidien, au fil de la saison, à donner des conseils, à apporter la réponse, à apporter la solution, à donner son avis. Parce que c'est aussi le rôle d'un entraîneur d'apporter les solutions techniques ou d'un préparateur physique, de diriger et d'avoir donc une démarche directive sur ce qui est à faire au cours de cette séance. Dans cette posture-là d'entretien, c'est pas du tout adapté. Ce qu'il faut, c'est que on s'adapte à l'autre et que le sportif, ça soit lui qui sache dans quel état il était et dans quel état il veut être. Donc, on ne peut pas être dans une démarche de jugement, on ne peut pas être dans une démarche d'avis. Vous n'êtes pas là pour donner votre avis dans ce moment-là. La bonne réponse, c'est l'athlète qui l'a. C'est lui qui doit la savoir, c'est lui qui doit la trouver. Nous, on est juste là pour accompagner, pour l'aider, pour le guider dans quelque chose qui est inconscient, je vous l'ai expliqué, pour le mettre en lumière, pour le rendre conscient. Donc, on est là pour aider à cette prise de conscience. Et pas de crainte ou pas de peur hein, de la part des encadrants que vous êtes pour la plupart. Il y a une formule assez bien sentie qui dit qui questionne dirige. Vous restez maître de l'entretien, vous restez l'accompagnant, mais on accompagne, voilà. Et on ne donne pas son avis, on ne porte pas de jugement. Et puis un dernier élément de ce b.a.-ba relationnel que j'appellerais la reformulation. Pour créer ce rapport de confiance, la question de la reformulation, ça va être d'utiliser les mots de l'athlète. D'une part, pour être dans son canal sensoriel, comme je vous l'ai expliqué, pour pas en dévier. Et finalement, le plus facile, c'est de réutiliser les mots qu'il a utilisés. Et deuxièmement, c'est de lui faire porter la responsabilité de ces mots aussi. On est là dans une démarche de prise de conscience. Et donc, c'est important de bien dire, tu m'as dit ci, ça, c'est bien ça que tu voulais dire, c'est bien comme ça que tu me l'as formulé. Et ça lui permet, lui, d'inscrire sa responsabilité ou de corriger et d'affiner. Et en même temps qu'il affine, il continue à avancer et il chemine. Et vous le mettez dans ce chemin de la modification et du changement. Donc voilà, une méthode en 2 temps. Premier temps, le questionnement stratégique dans le cadre des entretiens d'auto-évaluation après compétition, entraînement, test quelconque. Et 2 prérequis, ou en tout cas 2 points de vigilance que je vous rappelle. Bien connaître ses sportifs, connaître les canaux sensoriels et rentrer votre communication dans ce domaine-là, par ce biais-là. Et 2, le b.a.-ba relationnel, avoir la bonne posture, le bon positionnement et créer ce rapport de confiance qui fera que vous serez un meilleur accompagné. Une fois que vous aurez fait tout ça, ce qui est déjà
un gros travail et en soi, vous le savez, l'échange avec votre athlète, il fait déjà bouger les lignes. C'est-à-dire que vous vous quittez comme ça et déjà, dans sa tête, les choses vont petit à petit, les curseurs vont déjà se déplacer. La PNL, je vous l'ai dit tout à l'heure, thérapie courte. Le but du jeu, c'est qu'en une séance, 2, 3 grand maximum, on sache résoudre le problème et qu'on n'ait plus à revenir dessus. Donc pour ça, pour asseoir le questionnement stratégique et comprendre l'état souhaité, désiré, on a des familles de techniques. En PNL, on va appeler ça des techniques, je pourrais en citer 4, disons. On va appeler ça des techniques de neutralisation. La technique de neutralisation, ça va être, j'ai une émotion parasite par exemple, je veux la neutraliser, je veux plus qu'elle m'impacte à ce point-là. La peur de l'échec est une émotion. Cette peur, j'ai besoin de la neutraliser parce qu'elle m'handicape et elle m'empêche de réussir et de performer. On a tout un tas de petits outils qui peuvent être de réinterroger un événement, réinterroger un contexte en retravaillant sur les sous-modalités. Si la personne est visuelle, vous allez lui faire revivre cet événement-là, peut-être en changeant certaines sous-modalités visuelles. Par exemple, au lieu de la visualiser en imagerie mentale en couleur, vous allez la passer en noir et blanc. Au lieu de la voir en étant associée dans l'image, donc avec le regard de la personne, vous allez dissocier la personne. Vous allez la mettre dans une position de perception qui est celle d'un observateur. Il y a un certain nombre de petits outils comme ça qui permettent finalement de mettre à distance de l'émotion et de faire croire au cerveau, en tout cas concrètement de lui faire croire que finalement cette émotion est moins impactante, moins importante, et à terme, en travaillant là-dessus, de la neutraliser. Je reviens pas sur la question des émotions, les connaître, les identifier, s'en servir. Les émotions en soi sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont véhicules d'un message et d'une énergie. On revient pas là-dessus. Anthony, si tu veux faire un webinaire sur cette question des émotions, je pense qu'il y aura des gens intéressés. Mais je reviens pas là-dessus. Donc, neutralisation. On a après des techniques que je vais appeler de négociation. Négociation, c'est quoi? Sans être trop complexe, on a parfois des parties de nous-mêmes qui sont en conflit. Je sais que la cigarette est mauvaise pour moi, mais je ne sais pas arrêter. Il y a une partie de moi qui aurait envie d'arrêter, mais il y a une autre partie qui n'a pas envie. Dans le cadre du sport, j'ai envie d'être champion olympique. Je sais que j'ai des sacrifices à faire au quotidien en termes d'investissement, d'engagement, de temps à passer pour être au haut niveau. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui a envie de voir sa famille, qui a envie de voir ses copains, puis qui a envie de sortir quand même, voilà, et peut-être de me coucher tard le week-end. Et les techniques de négociation, elles permettent de réconcilier, ou en tout cas à minima, de faire passer un contrat entre plusieurs parties de nous-mêmes. Donc là, de la même manière, en visualisation, en imagerie mentale, on va faire dialoguer ces parties de nous-mêmes pour qu'elles se connaissent, elles se comprennent, elles passent ce fameux contrat qui fasse que on trouve un deal, on trouve un arrangement pour que la performance soit quand même au bout et que chacune y trouve leur compte, quoi, ou fasse les concessions qui sont nécessaires. Ça, c'est des techniques qui sont hyper puissantes, un peu longues à mettre en place. Il faut généralement 1 ou 2 séances de plus que la première, mais qui font un effet bœuf et qui permettent d'assurer complètement des objectifs, surtout quand on a des objectifs assez hauts à atteindre. Après, on a des techniques d'amélioration. Technique d'amélioration, c'est je connais des états très positifs, je connais des situations où j'ai toutes les ressources aidantes qui me mettent en efficacité, en efficience. C'est par exemple votre sportif qui est très bon à l'entraînement, qui fait des super chronos, qui est impliqué, qui est dans l'intensité, qui est très concentré, très engagé, qui est au poil au niveau technique. Et puis, toutes ces ressources-là de concentration, d'engagement, il arrive en compétition, ou il arrive dans certains domaines, ou dans les sports de combat, il arrive face à un adversaire en particulier, toujours le même, sa bête noire. Et là, ces ressources, il ne sait plus y accéder. Il fait rappel et il s'écroule et les chronos sont moins bons, l'engagement physique est moins bon, la concentration est moins bonne et parfois on ne sait pas expliquer. Donc encore une fois, ça rentrait dans le pourquoi. Avec la PNL, dans ce moment-là, on va utiliser des techniques d'amélioration pour que ces ressources que l'athlète a et qui s'est utilisées dans d'autres contextes, on vienne les ramener dans le contexte où ça pêche, où ça manque.
Avec ces trois familles-là, neutralisation, amélioration, négociation, vous êtes capable de toucher à peu près à tous les comportements. Et quand je dis comportement, c'est les modes de pensée, les modes de réaction, des réactions corporelles. Vous êtes capable de travailler sur chacun de ces axes-là et de créer un changement et de créer d'un état défectueux un état désiré efficace. Il y a une dernière technique, une famille de techniques qui s'appelle la technique du recadrage, qui est très présente en PNL, qui pour le coup, elle, est un petit peu psycho. L'idée générale du recadrage, c'est de changer la perception d'un événement. Voilà. Donc, ça peut être par la parole, ça peut être par la discussion, mettre de la distance, rendre incohérent la vision que la tête peut avoir d'une situation. Voilà. J'évoque pas plus que ça, et si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les poser. Je vois qu'il y a quelques questions déjà. Il est 19h. Il est 19h pile. À quel niveau la PNL joue sur l'activation du sportif, me demande Mehdi. C'est une bonne question. La question de l'activation chez un sportif, c'est hyper important. Tout à l'heure, je parlais d'un état désiré en partant d'un état qui est problématique, notamment par exemple celui d'être impacté par la peur, mais parfois d'être finalement trop excité, je pourrais dire trop activé. Et dans des moments où en fait, une heure avant un match, vous n'avez pas besoin d'être survolté. À ce moment-là, vous avez plutôt besoin d'être calme, de repenser à vos routines, d'être concentré sur votre échauffement et pas forcément dans l'excitation du combat que vous allez avoir pendant le match. Donc cette question de l'activation, relaxation-activation, elle est essentielle. La PNL, c'est un superbe outil justement pour activer la ressource à laquelle la plus adaptée au moment le plus adapté. Sur une journée longue, si je prends un judoka qui va avoir 4 à 5 combats dans une journée, vous ne pouvez pas être survolté en permanence. Vous ne pouvez pas être activé en permanence. Il faut que vous soyez capable, en un claquement de doigts, rapidement, de descendre en énergie pour récupérer, vous reposer avant le prochain combat qui aura lieu 30, 1 heure, 2 heures après. Et parfois, vous ne savez pas combien de temps après. Donc, c'est hyper important. La PNL, elle va vous servir à ce moment-là, justement. Il y a une technique qui s'appelle l'ancrage de ressources, qui vous permet de répondre à cette question-là. Je vous propose un exercice, si vous en êtes d'accord. Je vous propose un exercice. On va tenter. Vous êtes une centaine. Alors, j'ai jamais fait ça. On va tester. Je vous demande de me faire confiance. J'aurais forcément pas eu le relationnel qu'on peut avoir avec vous, mais on va tester une démarche d'ancrage, de transfert de ressources avec un ancrage. Et comme ça me permettra d'illustrer finalement cette première question sur en quoi la PNL permet d'activer ou de désactiver des choses. L'ancrage, c'est une des techniques de base de la PNL. Par principe, on va ancrer un état positif, une émotion positive, un comportement positif. On n'ancre jamais quelque chose qui soit négatif, bien entendu. Si je vous fais tin, 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 il y a des chances que ça ait parlé à la majorité d'entre vous, si jamais vous avez déjà pris le train une fois dans une gare SNCF quelconque. Voilà, ça, c'est un ancrage auditif. En publicité, vous en avez énormément des ancrages. Chez McDonald's, chez qui vous voulez, il y en a énormément. Un ancrage visuel chez Benetton, c'est les publicités qu'ils avaient avec les enfants multiethniques de toutes les couleurs. Voilà, ça, c'est des choses qui sont rentrées aussi dans nos yeux. L'ancrage, il est super intéressant pour le sportif parce que dans ce genre de technique, on est dans une démarche d'autonomie. Ce qui est important, c'est que le sportif soit capable de le faire seul quand il en a besoin après. Qu'on soit entraîneur, préparateur mental, préparateur physique ou parent, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas sur le tatami. On est toujours à côté. Donc, il faut que l'athlète, le sportif s'autonomise. Donc, c'est une technique que on va la faire, vous pourrez apprendre à vos sportifs et qui est assez simple à mettre en place. Le principe est le suivant. Je vais vous demander à tous de fermer vos yeux, de simplement écouter ma voix et suivre le son de ma voix. Vous pouvez déjà prendre une position
confortable, bien assis ou allongé pour ceux qui sont allongés. Et je vous invite à identifier dans votre passé récent ou moins récent une expérience dans laquelle vous avez été très joyeux. La dernière fois où vous avez eu ce moment de rire, de rigolade, d'amusement, de joie, peut-être en famille, peut-être au travail, au bureau, peut-être avec vos sportifs. Et dans ce contexte-là, je vous invite à revoir sur votre écran mental tout l'environnement dans lequel vous étiez à ce moment-là. Ça pouvait être en intérieur. Vous pouvez voir, dans ces cas-là, les meubles, les équipements qui sont autour de vous. Ou ça pouvait être en extérieur. Et peut-être que vous pouvez visualiser le paysage, la végétation, le mobilier urbain qui est autour de vous, ou les équipements. Prenez le temps de regarder à droite, à gauche, tous les éléments visuels qu'il y a dans cette scène où vous avez récemment vécu cette joie. Et je vous invite aussi à être attentif au bruit qu'il peut y avoir dans cette scène, dans votre expérience. Peut-être qu'il y a des voix, des gens qui parlent, des gens qui rigolent, vous entendez peut-être des rires. Certains rires, plus que d'autres. Peut-être qu'il y a de la musique, une télévision allumée, une radio. Ou si vous êtes en extérieur, il y a peut-être des voitures qui passent, des motos, du vent. Soyez attentifs à tous les bruits qu'il peut y avoir dans cette scène. Et en voyant tout ce que vous avez à voir dans cette expérience et en écoutant tout ce que vous avez à écouter, vous pouvez aussi porter attention à votre ressenti corporel. Comment vous êtes, vous, dans cette scène où vous ressentez toute cette joie et tout ce bonheur? Comment est votre corps? Quelle est votre posture? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes en mouvement? Peut-être vous pouvez ressentir aussi votre respiration, si elle est longue, si elle est courte, la chaleur qu'il peut faire, ou le froid peut-être, si c'est une expérience plus récente. Peut-être vous pouvez ressentir la tension de vos muscles également. Et si vous êtes dans ce moment de joie, vous pouvez peut-être même ressentir la tension de vos muscles du visage, de vos joues, de votre bouche, de vos yeux. Et en étant attentif et en ayant vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette scène, en ayant écouté tout ce qu'il y avait à entendre, en étant pleinement dans votre corps et dans ce ressenti physique, je vous invite à aussi prêter attention aux images qui peuvent défiler dans votre tête, dans ce moment de joie, dans ce moment de rire, de partage peut-être avec d'autres, ou peut-être de solitude. Regardez ce qu'il y a comme images qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être des symboles, des images, des couleurs. Peut-être que dans ce moment-là, vous revivez même d'autres scènes de votre passé, de votre vécu. Et vous pouvez également être attentif à la petite voix dans votre tête. Qu'est-ce que vous vous dites dans ce moment de joie? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Forcément, des pensées traversent votre esprit. Quelles sont-elles? Quels sont les mots utilisés? Et dans ce moment de joie complet, que vous revivez pleinement désormais, vous êtes pleinement inscrit, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir, entendu tout ce qu'il y avait à entendre, vous êtes habitant de votre corps, vous ressentez toutes vos sensations, vous avez conscience de tout ce qui se passe aussi dans votre tête et des mots que vous vous racontez. Dans ce moment-là, je vous propose de serrer le poing une bonne dizaine de secondes. Avec moi, vous serrez le poing très fort,
en repensant à tous ces éléments-là, en pensant à cette joie, à ce bonheur, à ce rire, à ce fou rire peut-être. Serrez très fort la main. Connectez-vous ici et maintenant avec cette joie, avec ce rire, avec ce bonheur. Connectez-vous pleinement à tous vos sens. Et à mesure que vous écoutez ma voix, continuez de serrer très fort ce point. Très fort, très fort, très fort. Connectez-vous pleinement, ici et maintenant. Et maintenant, je vous invite tous à rouvrir les yeux, pour ceux qui les avaient toujours fermés, à me regarder, à desserrer la main, évidemment, vous relâchez un petit peu. Vous pouvez prendre une ou deux respirations profondes et revenir là, avec moi, à travers cet écran. Et je vous invite à refermer les yeux et à tout simplement resserrer votre poing assez fort. Et en resserrant ce poing, vous devez être encore plus facilement, encore plus rapidement, capable d'accéder à cette ressource de joie. En activant cette encre que vous avez déjà remis dans le poing, vous avez ce raccourci, ce bouton ON qui vous permet d'accéder à la joie. De revoir les images, de réentendre les sons, de ressentir à nouveau toutes ces sensations liées à la joie. Et maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux à nouveau, et revenir vers moi. Respirer à nouveau, bouger si c'est nécessaire. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un ancrage. Avec ce point serré, vous avez ancré cette ressource sur l'exercice qui est le bonheur, la joie, le rire. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez par rapport à l'expérience que vous avez ressentie. Je vous invite dans le chat à me dire si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, si vous avez vu des choses, si vous avez senti, si vous n'avez rien senti aussi. Tous vos retours seront hyper intéressants. Et ça, vous pouvez le faire avec un sportif. Alors, vous pouvez le faire sur des ressources que sont le calme, que sont la puissance, que sont la force, que sont l'agressivité, que sont la détente, la relaxation, ce que vous voulez. Et de cette expérience que vous avez chacun vécue, vous pouvez la traduire dans un autre contexte. Si c'est par exemple la question de Mehdi tout à l'heure qui portait sur, je la relis, à quel niveau la PNL joue sur l'activation du sportif. Si j'ai besoin d'être activé, je vais pouvoir aller mettre cette encre, utiliser cette encre. Le sportif va pouvoir activer cette encre de force, de puissance au moment de monter, d'aller faire son combat, par exemple. Et à l'inverse, il est capable d'activer une encre de calme s'il va être descendant de son tatami et qu'il a simplement besoin d'accéder rapidement à quelque chose de plus calme. Bon, vous voyez le principe, forcément, dans l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas si évident à distance. Je vois quand même pas mal de réponses qui me disent j'ai bien ressenti, c'était intense, ouais, super, 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 cool, cool. Ben, merci Romain, Didier, Dominique, merci, Romain, Déborah, Ramoun Cho, merci de vos retours. Mehdi, super. Voilà, donc ça c'est une des techniques d'amélioration qu'on peut avoir en PNL. Ça marche assez bien. C'est pas vous qui déterminez la ressource, on l'a vu, c'est l'athlète par tout le process par lequel on est passé. Et on peut faire ça dans plein de domaines. On peut travailler en PNL, on travaille avec le corps et l'esprit. Là, on a a priori tous pas bougé, on n'a pas utilisé notre corps, mais on a des techniques liées à la ligne du temps qui mettent en mouvement le corps. C'est-à-dire que vous allez mettre votre athlète dans l'espace, le bureau, le gymnase où vous faites l'exercice, le travail. Vous allez lui faire simuler au sol une ligne du temps fictive. Et en posant finalement les expériences vécues des dates fictives. Mais ça peut être par exemple, je suis en saison hivernale et au printemps dernier, j'ai gagné ma compétition de l'année. Je peux la figer sur ma ligne du temps et je peux poser dans le passé des expériences positives et mécaniquement, en marchant, en utilisant mon corps, aller dans le passé, chercher la ressource pour la ramener à nouveau en marchant sur cette ligne du temps.
Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. Je vous invite à continuer à poser des questions. Et il y en a plein qui sont rentrés depuis que j'ai regardé. Laissez-moi quelques secondes pour les lire. Sarah nous dit, le but sera alors d'identifier une situation problème précise, de créer un ancrage de bien-être qui sera utilisé lors de la situation problème préalablement identifiée. C'est exactement ça. C'est exactement ça, si ce n'est que cet ancrage de bien-être, c'est au sportif de déterminer que c'est ça dont il a besoin dans cette situation-là. Vous l'aurez compris, la PNL, c'est un élément lié à la communication, donc collectivement, il y a un apprentissage pour les entraîneurs à maîtriser ça pour mieux communiquer avec eux. Mais dans ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un travail d'individu à individu. Donc vous êtes plutôt en tête-à-tête avec votre sportif ou votre collaborateur. J'ai vu aussi qu'il y avait des managers et des DRH là dans la liste, donc ça marche aussi avec un manager ou un collaborateur. C'est forcément dans une situation donnée, dans un contexte donné. C'est comme ça que c'est pertinent. C'est comme ça que vous pouvez faire revivre le contexte et modifier le comportement dans ce contexte-là. Donc, c'est pour un problème précis, Sarah, c'est en effet par l'étape du questionnement stratégique qu'on identifie d'une part le problème, mais aussi la ressource nécessaire pour modifier ce problème. Et c'est par ce genre de technique, oui, absolument. Si j'ai répondu à ta question. Olivier me demande, peut-on procéder à cet ancrage seul, sans intervenant pour nous guider? Oui, complètement. On peut faire ça seul. C'est un apprentissage à faire tout simplement. Et quand je parlais tout à l'heure d'autonomie, c'est une technique très simple, vous avez vu. Donc, l'apprendre à notre sportif pour l'autonomiser et faire en sorte qu'avec le temps, il soit capable lui-même, parfois, sans qu'on soit présent, d'identifier un problème, la ressource aidante et de se programmer, de se créer ce bouton on pour y accéder rapidement. Pourquoi pas? C'est un apprentissage à faire pour soi et un apprentissage à donner, à transmettre à nos sportifs. Estelle, super question. Combien de temps cet ancrage marche? Combien de fois il faut le travailler pour que ça dure plus dans le temps? On est d'accord, tout à l'heure, je disais la PNL est un outil de la préparation mentale. La préparation mentale est une planification au mois, à la semaine, à la saison, à l'échelle d'une carrière. Et en effet, ce travail-là, il est à répéter. Si là, vous ne touchez plus à ce point, vous ne revivez pas ce moment-là, il y a des chances que ça disparaisse assez vite de votre esprit. Parce que notre cerveau étant aussi puissant qu'il l'est, il a besoin de place. Et quand il a besoin de place pour créer des nouveaux automatismes ou apprendre des nouvelles choses, il fait du tri. Et donc, ça part dans notre mémoire à long terme ou dans la corbeille. Donc, un ancrage de puissance, un ancrage de force, ça se travaille, ça se répète, ça se réutilise. J'ai même envie de vous dire, ça se teste en situation. C'est-à-dire que là, on l'a fait chacun devant notre ordinateur. Mais c'est à tester sur un bateau, dans un gymnase, dans une piscine. Voilà, il faut être sûr qu'on sache l'activer au moment où on en a besoin. Et plus vous l'utiliserez, plus vous l'activerez, plus ça sera puissant et pérenne dans le temps. Je cherche les autres questions. Déborah, comment choisir le geste d'ancrage? Le sportif le choisit ou c'est la personne qui l'accompagne? Bonne question, bonne question. Idéalement, ce qu'on vient de dire, c'est que on cherche l'autonomie et on cherche à ce que le sportif le fasse lui-même tout seul quand il en a besoin. On n'est pas là pour lui faire. Donc, c'est bien que ce soit lui qui le choisisse. Et c'est bien qu'il se le fasse à lui-même. Alors, le point, tel que je l'ai expérimenté avec vous, c'est quelque chose de kinesthésique. Vous êtes dans le musculaire, vous êtes dans la tension, vous fermez. Quelqu'un qui ne serait pas du tout dans la kinesthésie, pas du tout dans le corporel et le sensitif, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas l'impacter, ça ne va pas encoder dans son cerveau. Donc, on en revient au canaux sensoriel. Si vous avez un visuel exclusivement visuel ou un auditif exclusivement auditif, ça peut être un son. On avait eu le retour d'expérience d'un talonneur en rugby qui, pour travailler son lancer et la précision de son lancer, s'entraînait à lancer non pas depuis le bord de touche, mais à lancer sur le poteau d'essai, de ligne d'en but.
Et son ancrage, il était auditif, c'était à chaque fois que le poteau faisait ding, ça encodait en lui la bonne gestuelle, la bonne posture, le bon état d'esprit, les bonnes pensées pour que son geste soit précis, parfait et vienne taper le poteau. Et c'est ce ding répété 15 fois, 20 fois à l'entraînement qu'il avait ensuite en tête au moment de lancer en match. Il n'y avait pas le poteau, il n'y avait plus le bruit pour ça, mais ce ding résonnait dans sa tête. Et là, on est sur un ancrage qui est auditif. C'est avec le sportif et surtout au sportif d'identifier ce qui va être utile et le plus percutant pour lui. Encore une fois, c'est un bouton on-off, mais ce bouton, alors il peut être visuel, c'est-à-dire que ça peut être une couleur, ça peut être une image, un symbole. On a parlé de joie et de bonheur, vous pouvez symboliser ça sur votre écran mental. Ça peut être pour certains une médaille, une coupe, ça peut être un visage, ça peut être une forme quelconque. Et au moment où vous avez à performer, où vous avez à activer cette encre, vous visualisez sur votre écran mental cette image, ce symbole, cette coupe, cette médaille, ce visage. Ok, Déborah. Donc, très bonne question. Ça peut être un geste, ça peut être un son, ça peut être une image. À discuter avec le sportif, on peut lui proposer. L'essentiel, c'est qu'il se l'approprie à 100%. Adrien, un point d'ancrage correspond donc à une situation, à un état précis. Oui. Peut-on le désinstaller et en réinstaller un autre à la place? Oui. On a des techniques de désactivation d'encre. Parce que parfois, la peur, par exemple, une émotion forte, qui parle à tous, on l'a viscéralement en nous, dans certains contextes, dans certaines situations. Quelque part, elle est ancrée. Donc, on peut aller travailler ce qu'on appelle une désactivation d'encre. On connaît la ressource qu'on veut mettre à la place de cette peur. On va ancrer très temporairement cette encre de peur quelque part dans le corps. Ça peut être sur un doigt, quelque chose. Et par une technique que je ne peux pas vous détailler parce que le temps passe, on va la remplacer par la nouvelle encre. Désactiver, activer l'autre. C'est un petit peu comme quand vous appuyez sur un bouton sur un ordinateur pour faire varier le volume ou l'intensité lumineuse, vous voyez. Ben, je vais appuyer plusieurs fois pour faire descendre l'intensité de mon encre négative, si je le formule comme ça, et je vais appuyer plusieurs fois sur le bouton qui va augmenter l'intensité, mon volume, ma lumière, de mon encre positive. Okay. Le principe, c'est ça. Donc oui, on peut faire ça, on peut désinstaller, on peut réinstaller ailleurs, on peut désinstaller et désancrer une ressource, pas une ressource, mais un état bloquant. Ça fonctionne aussi. On peut aller dans ces détails-là. Jude me dit l'imagerie mentale et le point d'ancrage sont forcément liés, point d'interrogation. Alors, le principe de la PNL, j'ai rapidement parlé d'hypnose tout à l'heure. Ça passe beaucoup par la parole, bien sûr, mais en vrai, tout l'exercice, c'est de l'imagerie mentale, c'est de la visualisation. On va mettre l'athlète dans une situation d'état de conscience modifié pour pouvoir accéder à son inconscient. On l'a dit, tous nos comportements automatisés sont inconscients. Pour accéder à cet inconscient, il faut se mettre dans cet état-là. Donc, comme le fait l'hypnose, la PNL, par la visualisation, par l'imagerie mentale, parfois par la métaphore mentale, par une histoire inventée, par le symbole, on va aller chercher cet inconscient. Et donc, imagerie mentale et point d'ancrage sont-elles forcément liées? Oui. Mais en fait, imagerie mentale et PNL sont-elles forcément liées? Oui. C'est le principe. Voilà, de se mettre dans cet état de conscience modifié pour aller chercher l'inconscient, pour le remonter à la surface, le mettre en lumière et le modifier. Je regarde vos autres questions. Eh ben voilà, super Elisabeth, je suis revenu sur le chat. Elisabeth nous fait part de son expérience. J'avais fait un ancrage de confiance en moi et de calme en visualisant un cercle de couleurs choisi devant moi. Et je devais avancer dedans une fois prête. Je l'ai réactivé lors d'intervention pour des prises de parole en public. Et voilà, super. Donc là, on est clairement, il n'y a pas de geste, on n'est pas dans le kinesthésique, on est dans le visuel. Et ça fonctionne, elle l'a testé. Et c'est une belle illustration. Merci Elisabeth. Julien Quénois qui nous dit, on parle souvent de 21 jours, il me semble, pour une programmation optimale. C'est vrai,
c'est vrai qu'on a cet élément-là qui est récurrent dans un certain nombre d'études et de lectures. Voilà, si vous appliquez un nouveau comportement, on peut avoir besoin de 21 jours, de 3 semaines pour qu'il s'imprime un peu plus et devienne le nouvel automatisme. À tester chacun pour voir si ces 21 jours sont 21 jours, si chez vous c'est 14 ou si c'est plus. Autre question? Mehdi, tu nous as posé une autre question qui était à quel niveau la psycho du sport agit sur les blessures physiques ou psychologiques? Alors ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup pour avoir expérimenté moi-même la blessure et avoir beaucoup observé cette question-là. Ça n'est qu'un avis qui n'est que très personnel, mais je pense que la blessure n'est que la résultante de nombreux messages psychologiques que l'on n'a pas vu ou entendu justement dans son mental et que le corps après va traduire. Et qu'est-ce que la blessure physique chez un sportif? C'est l'opportunité de faire une pause. Voilà, donc quand on n'a pas compris les messages de réaxer, de modifier, d'aménager, de changer, de s'améliorer, la blessure, elle nous permet à un moment donné, ou elle nous impose quelque part, mais finalement c'est cette opportunité-là de pouvoir se poser toutes ces questions-là, puisque ça nous sort du jeu pendant un certain temps. Mais alors ça, il y aurait une thèse à écrire là-dessus. Mais dis, si tu as du temps, je t'invite. Moi, je manque de temps, mais si j'en avais, je pense que j'adorerais travailler sur ce sujet-là. 19h27, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions de votre part? Thomas, pour résumer, qui essaye de me dire l'ancrage est un conditionnement classique de type pavlovien suivant son canal sensoriel favori. C'est ça pour résumer. J'approuve ton résumé. Il existe des questionnaires pour évaluer le VACOG. Oui, complètement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le fait de repérer et d'apprendre, d'acquérir des réflexes d'identification du vocabulaire qui est exprimé par vos sportifs. Je vous ai dit quelques exemples tout à l'heure très rapidement, mais je vous invite à justement faire la liste un petit peu des mots ou des noms, des adjectifs, des verbes qui peuvent être affiliés à un canal sensoriel. Marmonner, écouter, crier, déclarer, sonner, résonnant, bruyant, bavard. Voilà, je suis dans l'auditif. Sur la même longueur d'onde, suivre le rythme, hausser le ton. J'ai été obligé de hausser le ton avec mon équipe. Voilà, là vous êtes dans l'auditif. J'ai dit à mes joueurs d'aller jeter un coup d'œil sur la prestation de leur adversaire de la semaine prochaine. Regardez comme c'est beau quand vous jouez comme ça. C'est remarquable, c'est éclatant, c'est brillant, c'était brillant. Est-ce que j'ai clarifié mon explication technique? Voilà, tout ça, là, je suis dans le visuel. Donc, tout ça, c'est un apprentissage à faire. Et après, on a un certain nombre de petits outils simples qui permettent de mettre en situation une personne et de pouvoir repérer ces canaux sensoriels dominants. Il y a aussi ce qu'on appelle les clés d'accès visuel, comment la personne regarde. Mais bon, selon les mouvements oculaires, ça peut aussi vous indiquer que quelqu'un qui serait kinesthésique aurait tendance à souvent regarder vers le bas, parce qu'il va être sur son intérieur, dans ses émotions. Quand un auditif va plutôt regarder de manière horizontale, tourner les yeux pour réfléchir. Si je fais comme ça, j'ai mes yeux qui partent à l'horizontale. Voilà, je suis à la hauteur de mes oreilles. Et neurologiquement, on a pu démontrer que ça pouvait traduire une pensée, mais qui est je recherche une voix, je recherche un son, ou voilà, un environnement auditif en tout cas. Quand la personne qui va regarder plutôt en haut quand elle vous parle, ou quand elle explique son expérience, quand elle est en haut, elle est en train de scanner en fait. Et ça correspond justement au lobe frontal, et on est plutôt dans le visuel et le fait de se redéfiler en face de nous le diaporama de l'expérience vécue. Voilà. Donc voilà, apprendre à repérer les mots, apprendre à repérer aussi ces clés d'accès visuel, ces mouvements oculaires, ça peut être aussi une piste. Je ne sais pas quel est ton prénom.
Ok. Bah, écoutez, il est 19h30. J'essaie de répondre à la majorité des questions que vous avez pu poser. Aurais-tu des livres à nous conseiller sur ce sujet? Alors aujourd'hui, oui, sur la PNL, vous en trouverez plein. Ils ne seront pas forcément adaptés au domaine du sport. Ils ne seront pas forcément adaptés au domaine du sport, mais ça peut vous éclairer en tout cas sur les théories, vous éclairer beaucoup plus profondément que ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur tout ce qui est façon de communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Hein. Si vous avez en face de vous un sportif ou une sportive qui est taiseux, qui ne vous dit pas grand-chose, quand vous allez la guider et essayer de la faire parler sur une expérience, son corps va parler. Le ton de sa voix va parler. On va parler de communication non verbale ou paraverbale. Paraverbale, c'est justement le ton de la voix, le débit, la vitesse. Si je me mets à bégayer ou à chevrotter, on va bien ressentir qu'il y a une émotion, qu'il y a quelque chose. Donc ça vous oriente pour dire je vais aller travailler sur cette émotion et chercher là-dessus, et pas sur des pensées du coup. Voilà. Les bouquins sur la PNL, ils vous aideront à mieux comprendre un petit peu tous ces éléments sur la communication au sens large et comment on encode et comment la neurologie intervient là-dessus, en fonction de notre génétique et tous les fils que j'ai évoqués. Ça sera peut-être plus complet. Et après, sur les techniques, le mieux, c'est de se former. Je sais pas, par exemple, en venant chez Focus, en venant faire 2 jours ou 5 ou 10 sur la PNL. Voilà, Jude, mon élément de réponse. Vous avez un onglet sondage. Si vous avez envie d'apprécier ce webinaire, c'est important aussi pour le suivi pour Focus. Et pour conclure, je vous invite à vous connecter la semaine prochaine. Le prochain webinaire de Focus aura pour thème la méthode Wim Hof. Si vous connaissez ce Hollandais, je crois. Le principe du bain glacé, de se plonger dans la glace pour travailler corps et mental. C'est Alexandre Vanlin qui vous expliquera tout ça, qui est formateur en méthode Wim Hof et qui est aussi passé en prépa mentale chez Focus. Donc semaine prochaine, regardez les réseaux sociaux, mardi peut-être, mais j'en suis pas certain. Et voilà. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Salut.